Bonjour à tous. Je m'appelle Juste Aristide Gungunga. Je suis doctorant au sein du CESTIM sous la direction du professeur Roch-Chirurgie. Mon propos va s'articuler autour des intérêts des méthodes utilisées dans les études populationnelles pour estimer la survie nette dans les essais cliniques. Alors le contexte. La survie est un indicateur fréquemment utilisé dans les essais cliniques et dans les études populationnelles. Lorsque l'on s'intéresse à estimer la survie due à la maladie étudiée, l'approche traditionnelle consiste à censurer les décès non liés à la maladie étudiée, puis à estimer la survie globale en utilisant la cause de décès. Cette approche est classiquement appelée survie spécifique. Elle a été proposée pour estimer la survie nette ou survie en excès, ce qui correspond à la survie d'une cause donnée lorsque les autres causes de décès ont été éliminées. Cependant, en raison de l'imprécision dans la détermination de la cause de décès, cette approche peut conduire à des estimations biaisées de la survie nette. Pour s'affranchir des biais liés à l'imprécision de la cause de décès, une autre approche est la survie nette populationnelle, qui va supposer que la mortalité observée est la somme de deux forces de mortalité, attribuables d'une part à la maladie étudiée et d'autre part aux autres causes de décès. L'estimation de la mortalité due à la maladie étudiée dans cette approche va consister à estimer la mortalité observée, corrigée par la mortalité attendue, cette dernière issue des tables de mortalité. Les estimateurs recommandés pour estimer la survie nette populationnelle sont les estimateurs de poids permis, les modèles de régression ajustés sur des covariables démographiques tels que le sexe, l'âge et le département de résidence des patients. L'utilisation de la survie nette populationnelle dans le domaine de la recherche clinique nécessite de prendre en compte la non-représentativité des patients du fait que ces patients ne sont pas toujours représentatifs de la population couverte par les tables de mortalité. Pour corriger les biais de sélection engendrés par la non-représentativité, on fait l'hypothèse que la mortalité haute cause des patients est proportionnelle à celle de la population tirée des tables. Cheval et Royan ont proposé une modélisation sur données groupées de la survie nette des patients. Et Célia Touraine, au sein du CESTIM, l'a étendu sur données individuelles. Notre objectif consistait à comparer les performances des estimateurs de la survie nette spécifique et populationnelle dans le cadre des essais cliniques par une étude de simulation. Plus spécifiquement, nous avons comparé dans le cadre des méthodes de survie spécifique les estimateurs de Kaplan-Meier et les estimateurs de Nelson-Allen-Pondéré, que je vais vous présenter par la suite, aux estimateurs utilisés dans le cadre de la survie populationnelle, à savoir l'estimateur de poids permis, les estimateurs issus du modèle d'Estève et du modèle de Cheval et Royan étendu. L'estimateur de Kaplan-Meier correspond à l'estimateur produit limite du nombre de survivants de la maladie sur le nombre de personnes à risque, NI, juste avant le temps T. L'estimateur de Nelson-Allen-Pondéré va correspondre à la somme cumulée du rapport entre le nombre de personnes décédées de la maladie étudiée, E mis pour excès, et le nombre de survivants de la maladie étudiée, et le nombre de personnes à risque. Et chaque contribution individuelle au nombre de décès dû à la maladie étudiée et au nombre de personnes à risque, pondéré par la probabilité de survie attendue tirée des tables. L'estimateur de poids permis correspond à une différence entre l'estimateur dont le premier terme est l'estimateur de Nelson-Allen-Pondéré avec comme indicatrice de décès les décès de toute cause, et le second terme va correspondre au taux cumulé attendu.
estimateur issu du modèle d'Estève est un estimateur du taux instantané en excès qui correspond à une différence entre le taux instantané observé et le taux instantané populationnel tiré des tables de mortalité. Celui de Cheval et Royan étendu est également un modèle de régression qui va estimer le taux instantané en excès en faisant une différence entre le taux instantané observé et le taux instantané attendu, corrigé par un paramètre de sélection alpha, afin de s'affranchir de l'hypothèse de proportionnalité entre la mortalité haute cause des patients et celle de la population générale. Pour comparer ces estimateurs, nous avons construit un design de simulation mimant un essai clinique randomisé unicentrique. Nous avons simulé 1000 jeux de données avec 2000 patients et pour chaque patient, nous avons généré les variables indépendamment. Le sexe, avec tous les patients de sexe féminin, l'âge distribué dans 2 bras de traitement, comme dans l'essai présenté par Anneke en 2013, en permettant un effet nul ou linéaire de l'âge sur le taux instantané en excès. Le traitement a été généré suivant une loi binomiale de probabilité 0,5 en permettant un effet néfaste, nul ou protecteur sur le taux en excès. Les temps de survie ont été générés suivant la méthode de la transformée inverse. Nous avons généré les temps de décès non liés à la maladie ou les temps de décès haute cause suivant la table de mortalité de la population française en permettant à la mortalité haute cause des patients d'être inférieure, égale ou supérieure à celle de la population générale. Les temps de décès dus à la maladie ont été générés suivant une variable généralisée. Les temps de censure ont été générés suivant une loi uniforme de minimum 0, de maximum B, de sorte à avoir un taux de censure de 50% et une censure administrative à 15 ans. Les temps observés correspondaient au minimum entre les 3 temps précédents. Et dans le cadre des simulations, vu que nous sommes capables de déterminer la cause de décès des individus, nous avons généré les temps d'événements dans un monde hypothétique où on ne pouvait mourir que de la maladie étudiée. Et ces temps correspondaient donc au minimum entre le temps de censure et le temps de décès dû à la maladie. Nous avons structuré les données de sorte à identifier si l'individu était décédé, quelle que soit la cause du décès, s'il était décédé de la maladie étudiée, en fixant 0, 20 ou 30% d'erreur dans la détermination de la cause de décès après 5 ans de suivi. Et dans notre monde hypothétique, s'il ne pouvait décéder que de la maladie étudiée. Voici un exemple de la structure des données que nous obtenons. Dans la première colonne, nous avons les temps observés qui correspondent bien au minimum entre les temps de décès autocause, les temps de décès dus à la maladie et les temps de censure. Donc en bleu dans notre diaporama. Les temps hypothétiques, quant à eux, sont les minimums, représentent le minimum entre le temps de décès dû à la maladie et le temps de censure en bleu clair. Dans le meilleur des cas, nous avons donc le statut de chaque individu, codé 1 lorsque l'individu est décédé, quelle que soit la cause, et 0 lorsqu'il n'était pas décédé. Nous avons la cause de décès qui peut être bien identifiée sans erreur lorsque par exemple le suivi est court pour un individu donné, on peut bien identifier la cause de décès et nous avons aussi considéré des scénarios où les taux d'erreur dans la détermination de la cause de décès étaient fixés à 20 ou à 30%. Nous avons dans notre diaporama en rouge les patients codés 0 qui représentent des patients mal classés, décédés d'autres causes, alors qu'ils sont décédés de la maladie étudiée. Nous avons également le codage pour la cause hypothétique. Et
Ces informations sur la cause hypothétique et le temps d'événement dans le monde hypothétique où l'individu ne peut mourir que du cancer seront utilisées pour estimer la survie nette théorique, la survie nette de référence qui est notre gold standard. Les temps observés et la cause de décès seront utilisés pour estimer la survie nette spécifique. Les temps observés et le statut seront utilisés pour estimer la survie nette populationnelle. Nos indicateurs statistiques de performance étaient les biais, qui correspondaient à la différence entre la survie nette estimée et la survie nette théorique. Il y avait aussi l'erreur quadratique moyenne qui permettait de prendre en compte les biais et la variabilité, et les taux de recouvrement empirique qui correspondaient au nombre de fois où la survie théorique contenait l'intervalle de confiance, la survie nette estimée. Nous avons considéré les scénarios où il n'y avait pas d'effet de l'âge ou du traitement. Lorsqu'il y avait un effet de l'âge ou du traitement, nous avons mesuré les biais et l'erreur quadratique moyenne lorsqu'on estimait l'effet de sélection alpha, l'effet de l'âge et du traitement avec le modèle de Chevard et Ryan comparativement au modèle d'Estève. Nous présentons les résultats lorsqu'il n'y avait pas d'effet de l'âge ni du traitement. Dans ce tableau, nous avons les biais en termes de survie nette à 5 ans, 10 ans et 15 ans, avec dans la première partie du tableau les estimations obtenues avec l'approche survie spécifique et les estimations obtenues dans la deuxième partie du tableau avec l'approche survie nette populationnelle. Lorsque la mortalité haute cause des patients était inférieure à celle de la population tirée des tables, c'est-à-dire alpha inférieur à 1, les estimations obtenues avec la survie nette spécifique, avec utilisation de l'information correcte sur la cause du décès, et les estimations obtenues avec le modèle de Chevard et Ryan étendu, présentaient de très faibles biais. En revanche, lorsque les estimations de survie nette spécifique utilisaient l'information sur la cause du décès avec des taux d'erreur à 20% ou à 30%, on observait des biais très importants. Les biais étaient d'autant plus importants que le temps de suivi était long et que les taux d'erreur étaient importants. Lorsque la mortalité haute cause des patients était supérieure à celle de la population tirée des tables, c'est-à-dire alpha supérieur à 1, seul le modèle de Chevard et Ryan estimait avec de très faibles biais la survie nette. En ce qui concerne les erreurs quadratiques moyennes en termes de survie nette à 5 ans, 10 ans et 15 ans, nous avons observé que lorsque la mortalité observée des patients était inférieure à celle de la population tirée des tables, c'est-à-dire alpha inférieur à 1, les estimations obtenues avec les estimateurs de survie spécifique utilisant l'information correcte sur la cause du décès et le modèle de Chevard et Ryan étendu estimaient la survie nette avec de faibles erreurs quadratiques moyennes. En revanche, les estimateurs de survie nette utilisant l'information sur la cause du décès avec des taux d'erreur à 20% ou à 30% estimaient la survie nette avec des erreurs quadratiques moyennes importantes. Ces erreurs quadratiques étaient d'autant plus importantes que le temps de suivi était long et les taux d'erreur sur la cause du décès étaient importants. Lorsque la mortalité haute cause des patients était supérieure à celle de la population tirée des tables, c'est-à-dire alpha supérieur à 1, les estimations de survie spécifiques utilisant l'information correcte sur la cause de décès et le modèle de Chevard et Ryan estimaient la survie nette avec de faibles erreurs quadratiques moyennes. En ce qui concerne les taux de recouvrement empirique, lorsque la mortalité haute cause des patients était inférieure à celle
la population tirée des tables, les estimateurs de survie spécifiques utilisant l'information correcte sur la cause de décès et le modèle de Chevalier-Royan étendu estimaient la survie nette avec de bons taux de recouvrement empirique. En revanche, les estimateurs de survie nette utilisant l'information erronée avec 20% d'erreur ou 30% d'erreur sur la cause de décès estimaient la survie nette avec des biais importants. Les taux de recouvrement empirique étaient très faibles, d'autant plus que les taux d'erreur sur la cause de décès étaient importants et le temps de suivi était long. Lorsque la mortalité haute cause des patients était supérieure à celle de la population tirée des tables, seul le modèle de Chevalier-Royan estimait la survie nette avec de très bons taux de recouvrement empirique. Nous présentons maintenant les résultats dans les scénarios où il y avait un effet de l'âge et du traitement. Dans le tableau, nous avons les biais et l'erreur quadratique moyenne dans l'estimation de l'effet de sélection, l'effet de l'âge et du traitement avec le modèle d'Estève et le modèle de Chevalier-Royan étendu. En général, on observait une grande variabilité dans l'estimation de l'effet de sélection alpha. Lorsque la mortalité haute cause ne différait pas de celle de la population tirée des tables, les deux méthodes estimaient avec de très faibles biais et de très faibles erreurs quadratiques moyennes l'effet de l'âge et du traitement. En revanche, lorsque la mortalité haute cause des patients était inférieure ou supérieure à celle de la population tirée des tables, les estimations de l'effet de l'âge et du traitement présentaient de très forts biais et des erreurs quadratiques moyennes importantes avec le modèle d'Estève comparativement au modèle de Chevalier-Royan étendu. En conclusion, il s'agit d'une première évaluation par simulation sur design unicentrique de la survie nette comme critère de jugement dans les essais cliniques. La survie nette spécifique est moins biaisée en théorie, car l'information sur la cause du décès n'est pas toujours disponible, et lorsqu'elle est disponible, elle n'est pas toujours fiable, d'où le recours aux approches utilisant les tables de mortalité pour s'affranchir de l'information sur la cause du décès. Le modèle de Chevalier-Royan est une alternative à recommander lorsque la mortalité haute cause des patients diffère de celle de la population générale. Comme perspective, nous prévoyons étendre nos designs de simulation à des scénarios d'essais cliniques multicentriques. Nous prévoyons également de faire varier les proportions de patients provenant de centres de départements différents que les centres de recrutement des patients, afin de mesurer l'impact de l'utilisation du code postal du centre de recrutement comme proxy du vrai département de résidence des patients. Ce travail est mené en collaboration avec des membres du Working Survival Group Censure, qui est un réseau impliquant des biostatisticiens, des méthodologistes et des épidémiologistes affiliés à de nombreuses équipes internationales à qui nous adressons nos remerciements pour leur contribution scientifique. Nous avons ici quelques références que nous vous présentons, notamment celui de Chevalier-Royan. Merci pour votre attention soutenue.